Je pense que beaucoup de personnes vont revoir ce film à la hausse après la sortie du troisième, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Avatar 2, la voix de l'eau. Vu qu'Avatar 3 sort la semaine prochaine, je me suis dit que c'est le moment idéal pour replonger, sans mauvais jeu de mots, dans Avatar 2, car j'avais fait la critique il y a 3 ans déjà, mais aujourd'hui on a tous les extraits, toutes les images, ça sera une critique full spoiler, on peut en parler en détail, et j'avais envie de faire ça avec vous aujourd'hui, car je l'ai revu 2 fois cette année Avatar 2, une fois quand elle est sortie en salle, là vous savez en 3D en octobre, et ça a rapporté d'ailleurs 22 millions au box-office international. C'est pas mal, mine de rien, et je l'ai revu la semaine dernière, du coup, chez moi, pour faire cette critique. Et dans ma vie, j'ai dû le voir, du coup, 2 fois en salle en 2022, une fois cette année, et une fois en 2D chez moi. Donc je l'ai vu 4 fois, déjà, et on va en parler en détail. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours, et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description, le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, peu importe. Vous allez avoir accès à la VESTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège et Nouvelle Vague. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo and Stitch et même Elio. Sur Apple TV+, vous avez déjà le film F1. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount+, mais si vous avez Paramount via Canal, connectez-vous à Paramount avec votre compte Canal et vous avez déjà accès à Mission Impossible de Final Reckoning. Sur HBO Max, même chose que pour Paramount, connectez-vous à HBO directement, le temps que HBO continue d'exister évidemment, pour avoir accès à Superman, Weapons ou Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un peu l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche pour plein d'abonnements aussi, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais certains sites internet ne sont plus disponibles, sauf si vous mettez votre carte d'identité, mais personne n'a envie de faire ça, donc utilisez un VPN pour continuer à vous James le Cameron en paix. En tant que cinéphile, vous regardez parfois des films d'une manière un peu étrange, donc si vous voulez rester en sécurité et dans l'anonymat le plus possible, utilisez un VPN. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je pense que c'est important de replonger dans Avatar après 13 ans sans Pandora et James Cameron l'a compris. Il a mis tellement de temps à sortir cette suite qui était même pas prévue à la base, mais ils ont fait le tournage du 2e et 3e film en même temps, entre 2017 et 2018. Après, ils ont fait des reshoots et des choses comme ça, mais grosso modo, le 2e et 3e film ont été tournés en même temps. Et ça se ressent. On en reparlera la semaine prochaine concernant Avatar 3. Il fallait nous replonger dans l'écosystème de Pandora avec les montagnes, les forêts qu'on connaît déjà. On doit être un peu comme Jake, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'être dans ce monde car il n'est plus dangereux aujourd'hui. Pandora, on a commencé à l'aimer comme le personnage principal et on a commencé à vouloir la protéger. Et ça, c'est essentiel. Il faut protéger les Na'vi, protéger la culture et voir ce cycle de la vie avoir lieu avec la naissance évidemment de Neteyam, l'aîné, et la famille sera vraiment représentée par ce bracelet, symbole d'unité dans le film, mais c'est une unité qu'il faut préserver car c'est une famille un peu différente. Ce sont les premiers hybrides de l'histoire des Na'vi et il y a tellement de choses étranges dans cette famille par rapport à une famille Na'vi traditionnelle. Par exemple, Kiri, elle, est née de nulle part. Elle est née de Grace, mais on ne sait pas exactement comment. Pourquoi? Et il y a une mise en lien qui est faite directement entre la communion d'Eywa et Grace et donc Kiri. Et en même temps, tu captes directement qu'il y a un point crucial de scénario avec ce personnage-là, mais tu ne sais pas exactement comment, parce que Grace est décédée dans le premier film, elle était en lien avec Eywa, là tu as une naissance par rapport à Grace qui vient avec Eywa aussi, tu te poses déjà plein de questions, parce que c'est une famille qui est un peu particulière, quoi. Je veux dire, il y a un enfant humain dans cette famille, interprété par un acteur qui est genre l'un des seuls qui n'est pas en performance capture de la saga pour l'instant, et c'est le fils du méchant du premier film, mais il est coincé sur Pandora, parce qu'en fait, quand les vaisseaux devaient partir, il était trop jeune pour être en cryo et il est resté ici. Donc c'est une famille qui est tellement étrange par rapport à ce qu'on a d'habitude dans déjà le cinéma, je trouve, mais en même temps par rapport à cet univers, que ce soit les humains, les marines, les Na'vi et des choses comme ça. Donc je pense que c'est vraiment le symbole de deux mondes qui pourraient potentiellement vivre en paix,
Mais comment? C'est ça la question, parce qu'en fait, cette famille, elle a des problèmes. Elle a des vrais soucis, que ce soit d'un point de vue de la haine qu'ils ont envers les uns les autres. Je veux dire, Neytiri, elle a du mal avec les humains. Et même avec Spider. Spider n'est jamais réellement accepté par Neytiri. C'est une bombe à retardement pour le film, alors qu'en réalité, bah, il est super intégré, il est comme Jake, je veux dire, il parle le Na'vi, c'est pour ça qu'on entend d'ailleurs cette transition du Na'vi à l'anglais, c'est une manière en termes de mise en scène pour nous expliquer qu'en fait, ils parlent tous Na'vi, mais pour le spectateur, on va parler en anglais. À la fois, il y a une super introduction des personnages, de la dynamique familiale, eux qui jouent tous dans l'eau, c'est à la fois méga impressionnant technologiquement, parce que tu refuses de croire que c'est l'animation. Alors oui, il y a des vrais acteurs, il y a sûrement une vraie eau à ce moment-là, mais tu refuses d'y croire tellement c'est palpable, c'est réel, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que ce film va vraiment jouer sur ça, sur ces magnifiques couleurs, t'y crois à 100% à ce monde, c'est ça qui est bien. Les reflets, la lumière, et en termes d'acting, tu vois que c'est des vrais acteurs derrière, et pas juste du CGI, mais c'est la dynamique familiale qui est vraiment forte, parce qu'en fait, ils ont tous une bonne alchimie, même s'ils sont différents. Kiri qui est né, on sait pas comment, que ce soit les enfants de Jake et Neytiri, Spider, ils ont quand même une forte appartenance, mais ils sont quand même en quête d'identité. Parce que tout de même, ils sont pas tous issus de la même mère, que ce soit Jake ou les enfants de Jake. C'est très particulier, et justement, le film va aller dans cette direction-là. Va nous réconforter avec la musique qui est très douce, va avoir des moments en photo de famille qui sont très humains, fatalement. Ils sont même un peu bizarres de regarder ça comme ça, parce que oui, ils sont bleus, t'as le flash de la lumière, on dirait nos vieilles photos de famille de l'époque, vous savez. Donc c'est vraiment ça qui est fort, c'est que c'est à la fois drôle, c'est humain, mais en même temps, il y a ce retardement dans la famille où tu sais que ça peut exploser, ça peut dégénérer, et c'est ça qui met beaucoup en avant. Mais en même temps, il continue de montrer l'amour entre évidemment Jake et Neytiri. Ils ont le temps de se courtiser, de se courir après à dos d'Ikran, certes, avec des moments romantiques sur la plus belle planète possible, mais ils jouent sur ça, ils jouent sur l'obscurité, ils jouent sur la nuit, car justement la beauté du ciel est là pour symboliser l'arrivée des enfers. Donc c'est vraiment ça qui est fort aussi, je trouve, c'est que on est face à des vaisseaux qui sont imposants, qui sont terrifiants, qui sont censés représenter le succès de l'humanité, la science, le savoir, la puissance de l'homme, mais là ce sont nos antagonistes. Alors qu'en réalité, on devrait être de leur côté, on est humain avant tout. Et ils sont inquiétants par la destruction qu'ils commettent, par la faune et la flore qu'ils anéantissent, et surtout les animaux du premier film qui se font complètement tuer ici et qu'on revoit quasiment jamais dans l'œuvre. Et moi, ce que je trouve particulier, c'est que quand même dans cette destruction, je trouve qu'il y a une sorte de beauté, une sorte de truc où ils détruisent la nature, et c'est évidemment mauvais, et c'est condamné par le film, hein, mais il y a un truc où genre il joue sur le côté un peu inhumain de la chose, mais table rase, qui fait que y a un truc où on aime bien voir la destruction. Je pense qu'il y a un truc un peu malsain en nous, où on est satisfait de voir des grandes choses brûler, exploser. Peut-être je suis pyromane, j'en sais rien. La manière dont le film le montre est clairement négative, mais il y a une sorte de beauté, je trouve, moi, dans la désolation, comme on l'a vu dans le premier film. Vous savez, quand l'arbre tombe, il y avait une sorte de beauté dans la manière dont c'était filmé, parce qu'en fait, oui, l'arbre est tombé, il y avait les cendres et tout, mais c'était beau, il y avait un truc. Et je pense que c'est le problème, entre guillemets, de la mise en scène, c'est qu'à la fois, c'est magnifique visuellement, mais en même temps, c'est horrible, et il y a une sorte de contraste qui se crée, qui est, je trouve, pas mal, et ça nous met face à nos émotions contradictoires. D'un côté, t'aimes pas voir ça parce que c'est objectivement mauvais, mais l'autre côté, c'est quand même une scène qui est extrêmement stylée, qui est bien mise en scène et qui envoie. Et c'est ça qui est, je trouve, assez fort dans cette mise en scène-là. C'est la colonisation, mais sans vergogne, inhumaine, mais l'échelle est parfaite parce qu'il y a ce contraste entre le mécanique, le feu, la nature, mais on comprend la taille des monstres. Il y a un côté Terminator, évidemment, à la chose, dans l'apocalypse, vous savez, de Terminator 2, mais ça représente vraiment l'arrivée de l'homme qui est censé être montré comme positif parce qu'on est humain, mais qui est extrêmement néfaste ici parce que ce sont des colons génocidaires qui veulent tout brûler. Et Neytiri souffre de ça. C'est son monde, sa planète qui est en train de brûler à cause de certains humains. Et c'est ça que je trouve très fort et émouvant. Mais là où il y a un pari super risqué de l'œuvre, c'est faire revenir Quaritch. Je veux dire, le film switch entre l'envahisseur et l'envahi. Et là, c'est clairement nouveau, c'est pas prévu, mais Quaritch est un avatar. Il se réveille d'ailleurs exactement de la même manière que Jake à l'époque, un parallèle qui sera dressé entre les deux constamment durant tout le film. Et j'aime beaucoup parce que la différence d'éclairage, de photos, en fait, elle repousse le spectateur. On n'a pas envie d'être là, c'est suréclairé, c'est médical, chirurgical, ça donne pas envie, c'est pas bon, on veut retourner sur Pandora, la bioluminescence, les montagnes qui volent et tout. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, justement, on a ce mec-là qui est entre Pandora, son nouveau monde, et en même temps, c'est quelqu'un du passé. Et c'est représenté par ce genre d'image, le reflet où on voit la planète, on voit le vaisseau, on voit l'antagoniste qui
prend quand même une sorte de point de vue de protagoniste aussi, la manière dont c'est écrit et filmé, on a vraiment son point de vue, on le suit comme l'un des protagonistes de l'œuvre. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un peu le traitement, vous savez, on en parlait avec Avengers, mais c'est le traitement de Thanos, c'est son histoire à lui aussi. Et en fait, Avatar 2 et 3, c'est l'histoire de Quaritch beaucoup aussi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quand même le méchant de l'œuvre, mais c'est bien plus compliqué que ça au final. Et c'est ça qui va être bien tout le long, c'est qu'à la fois, c'est un ancien humain, c'est-à-dire que oui, il possède les souvenirs de Quaritch avant sa dernière mission, il a l'objectif de vengeance et les ordres des marines, mais c'est un avis aussi, enfin un avatar, mais c'est un avis du coup dans un nouveau corps. Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il a une part d'humanité? Qu'est-ce qui le définit réellement? Ses souvenirs? Qui il est? Est-ce qu'il est vraiment lui que depuis quelques jours du moment qu'il est né? Ou est-ce que c'est la personne d'avant? En fait, c'est un objet militaire qui, au final, pour beaucoup des marines, pensaient qu'il allait être juste une sorte d'outil plus qu'autre chose, inhumain. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'il va se développer au fur et à mesure. Et en plus de la propagande militaire qu'il sort avec un speech similaire au premier film, il souligne que c'est une punition de renaître dans la peau de son ennemi, mais en même temps un avantage compétitif. Donc tu vois que déjà il est un petit peu tiraillé par ce qu'il vit, par qui il est, et c'est la quête du personnage aussi, c'est une quête d'identité, et c'est sa complexité. Et vous allez voir, le troisième, c'est bien mieux ce qu'ils font par rapport à Quaritch, mais c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait Pandora maintenant ne peut plus rester sans rien faire. Elle doit se rebeller, elle doit affronter les humains, elle doit se révolter, et c'est évidemment Jake qui va mener la révolte. Et c'est là que Cameron, il est fort pour montrer ce monde. Il est toujours à échelle humaine. Il y a toujours un vrai caméraman. Il travaille sur le poids des caméras, il change les focales, il veut donner l'impression que c'est possible d'être physiquement sur Pandora. Il n'y a jamais des caméras virtuelles qui sont tout simplement impossibles. Il veut qu'on ait l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là pour de vrai, en train de filmer un train. Par exemple, il y a un caméraman dans ce monde qui fait des zooms, qui est aussi dérangé par les formes de l'univers. Il ne peut pas traverser des objets. Par exemple, parfois il s'accroche à un objet en mode GoPro. Parfois il est présent à côté d'un événement majeur sans se mettre en danger. En fait, il y a toujours un respect de la physique de ce qui filme de manière générale, que ce soit une caméra virtuelle ou un vrai caméraman, entre guillemets. Et c'est ça qui est, je trouve, vraiment réussi. C'est qu'on y croit grâce à ça aussi, grâce au poids de la mise en scène, grâce au son évidemment, parce que quand on allie mise en scène et son, ça donne un côté bien plus palpable et vrai à la chose, et c'est ça que moi je trouve important dans l'œuvre. Il s'accroche à plein de choses, et ce monde-là, on le sent, on veut le toucher, on a l'impression que c'est vrai, on a l'impression qu'il y a une vraie équipe sur place, que c'est du live action, parce que le train est lourd, l'explosion est spectaculaire, mais elle est lente, il y a une physique du monde par rapport à ça. D'ailleurs, le Blu-ray 4K, c'est l'un des plus beaux Blu-ray que vous allez voir de votre vie. Enfin, le traitement est exceptionnel, hein. C'est vraiment une énorme claque, ce qui n'est pas toujours le cas avec les Blu-ray qui sortent aujourd'hui, mais ça fait évidemment penser aussi à un western. Vous savez, quand les Premières Nations attaquent un train, comme à l'époque, même la musique fait très aborigène en soi. Et la scène, elle est d'une maîtrise folle parce que ce soit dans les airs ou au sol, tu sais toujours où sont les personnages, d'où vient le danger, qui est en danger, et il y a un enjeu fort, la famille, le train, la révolte, et cette scène-là n'est pas là que pour le côté vraiment anticolonial d'action, mais pour les dynamiques familiales entre Loak, l'enfant rebelle, et Neteyam, l'enfant soldat parfait. C'est Loak qui met en danger Neteyam, qui passe presque d'ailleurs, et tu comprends qu'en fait, bon, il a failli mourir, mais ça va. Je veux dire, ça reste un film hollywoodien, les gens vont survivre. Surtout, ils vont pas buter des enfants. C'est ça la mentalité que tu as au début par rapport au film. Les parents sont inquiets, mais toi, en tant que spectateur, tu dis « Ok, ça va bien se passer, tranquille ». Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à nous caler dans une sorte de scène d'action. Il a toujours la géographie au centre du récit. Peu importe où tu es dans cette scène d'action, en fait, tu vois le train. Que tu sois dans les airs, au niveau du sol, peu importe où tu es, tu sais ce qui se passe exactement, tu sais qui est en danger ou pas, tu n'es jamais perdu. Et ça, c'est très dur, même justement quand tu as un univers comme ça, où tu peux mettre la caméra où tu veux. C'est fort, c'est important. Et justement, ça a un impact émotionnel et ça crée des scènes d'action qui sont dantesques tout le long. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est la manière dont c'est une famille en temps de guerre, qui se cache, ce sont vraiment des rebelles avec des armes beaucoup moins puissantes que évidemment les soldats, même s'ils les utilisent, les armes, il y a un côté un peu poison aux armes métalliques qui ne sont pas respectées chez les navis, mais tu vois qu'en fait la famille, peu importe ceux qui sont à la guerre ou ceux qui sont à la maison, que ce soit Took, Kiri, Spider, eux ils sont pas au front, mais en fait ils se soutiennent quoi qu'il arrive. Même les désobéissances, Loak a clairement désobéi, ça a mis Neteyam en danger, il a failli mourir, eh bien la famille est soudée. Et là où il y aura un point vraiment de rupture, c'est avec Jake, forcément. Et justement, Jake va engueuler Neteyam et Loak, car lui se sent de moins en moins comme un père et de plus en plus comme un marine, parce qu'il est né pour ça, il est né pour la guerre, entre guillemets, il a été formaté par rapport à ça. Il a du mal, lui aussi, avec ses deux personnalités. Il est en quête d'identité aussi. Suis-je un père, suis-je un marine?
qui suis-je exactement? Donc il pense qu'il faut être dur, et en même temps, bah, il enlève l'identité de ses enfants aussi. Il y a cette scène où il dit par exemple à Loak d'enlever son maquillage. Son maquillage de guerrier, c'était aussi un peu l'identité de Loak, qui voulait être un adulte, qui voulait faire des choses. Donc lui, Jake, en quête d'identité, demande à son fils d'enlever littéralement une part de son identité. Et t'as un plan en contre-plongée sur lui pour montrer son statut. Enfin, ça arrive souvent dans le film d'ailleurs. Et Neytiri, elle, clairement, en fait, s'y oppose. Elle n'est pas fan de cette version qu'elle voit de Jake, qui n'est pas assez père, mais qui est chef d'escouade, et elle le dit, hein, cette famille n'est pas une escouade, ce ne sont pas des guerriers, des militaires, et elle essaie de garder en vie cette famille d'un point de vue émotionnel. C'est elle le lien familial, comme on a vu au début du film, et comme on va voir tout le film. Si elle craque, forcément cette famille est dans le pétrin. Alors que de l'autre côté, au fait, on a des choses qui sont pas mal par rapport à Kiri. On voit qu'elle se rapproche d'Etsaï, qu'elle est plus proche de ce côté un peu médical, Eiwa et tout. Elle se permet de critiquer, elle permet de corriger. Elle veut devenir forcément comme les Tsaïk. Donc tu vois vraiment cette famille se forger avec ses clichés entre guillemets par rapport au Na'vi. Et en même temps, bah, toute la famille est en quête d'identité parce que Jake, comme je vous l'ai dit, les deux rebelles forcément, mais il y a des zones qui sont réservées, ils le disent à haute voix, aux avatars only. Donc en fait, toi, t'es un Na'vi, t'as pas le droit d'y être. C'est juste pour les avatars. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tous sont un peu différents. C'est-à-dire que les humains ne peuvent pas vivre sur Pandora, ils ont besoin d'oxygène, mais de l'autre côté, les Na'vi, eux, peuvent vivre dans les zones à oxygène des humains, même s'ils doivent en prendre de temps en temps d'oxygène ou je sais pas quoi, d'air Na'vi. Et ça montre le déséquilibre de une forcément, mais ça montre surtout qu'en fait, les Na'vi sont plus adaptés pour vivre sur Pandora ou même chez le monde des humains que les humains sur Pandora. Donc c'est un truc tout bête, mais ça crée un lien entre les races et ça montre la supériorité physique des Na'vi, alors qu'en fait, ils n'ont pas la technologie, par exemple. Et il y a un truc que je trouve fort aussi, c'est qu'il se moque beaucoup de Spider parce qu'il a pas de queue, il est pas bleu, des choses comme ça, mais on voit que ça pèse clairement sur Spider, même s'il a une super bonne alchimie avec Kiri, parce qu'ils rigolent, ils sont à la fois amis, frères, tu sens qu'il y a un petit truc entre eux qui rend pas mal, et en même temps, bah... ils sont en quête de parenté aussi. Kiri voit l'avatar de Grace, sa mère, et se pose des questions sur son héritage. Alors oui, ce sont tous les enfants de Jake et Neytiri, mais qui a mis enceinte Grace? Qui est le vrai père de Kiri? Des questions que les enfants se posent parce qu'ils veulent savoir et connaître leur vrai héritage, parce que ça va les définir aussi, et il faut s'émanciper de ça. Ou est-ce qu'il faut s'émanciper? C'est un peu la question qu'on va poser le film de manière générale. Est-ce que tu peux accepter un enfant qui n'est pas le tien biologiquement? Est-ce que tu dois respecter les traditions? C'est un peu les nombreuses thématiques. Et il se moque d'ailleurs de Spider, parce que voilà, lui a un père qui est littéralement un méchant, quoi. Donc au début, ils rigolent, ils font des blagues et tout, mais Spider a peur d'être comme son père. Il a peur de se reconnaître et de devenir ce qu'était Quaritch, parce que forcément, lui est juste un enfant de Jake et Neytiri. En tout cas, il se sent comme ça. Pour lui, il est un Na'vi. Et c'est ça le vrai souci, c'est que la famille va le réconforter, ils vont être sympas avec lui après l'avoir un petit peu taquiné. Et c'est la seule scène où je me dis que c'est pas terrible. Je veux dire, en termes de mise en scène et tout, il y a une sorte de... l'acting est pas très très bon, je trouve. Elle fait un petit peu tâche, la manière dont c'est filmé. Je trouve que c'est vraiment très cheap. Mais c'est la seule scène où je me dis, ouais, là c'est un peu bizarre, c'est un peu cheap. La transition de la blague au sérieux marche pas. Bon, bref, c'est pour moi la scène la moins efficace de l'œuvre. C'est ces petites scènes de quelques secondes où il y a 3-4 plans où tu te dis, au fait, oui, là c'est vraiment gênant. L'acting est pas bon. Ils auraient dû refaire cette prise. Il y a un truc qui colle pas du tout. Mais au moins, tu sens que la famille est soudée et ça c'est important. Ce qui est vraiment bien, en fait, c'est les parallèles qui sont dressés entre Quaritch et Jake tout le long du film. C'est-à-dire que lui, il arrive comme Jake sur Pandora, mais il est adapté. Il rencontre un général qui fait la même taille que lui et c'est important. Je veux dire, c'est un truc de statut, d'ego, voilà, de rang. Parce que ce général-là est bien plus haut placé que justement Quaritch. Ils expliquent la nouvelle vitesse de la colonisation et c'est montré comme une sorte de prouesse technologique. Donc en tant qu'humain, on est censé être un peu content de se dire putain, en fait en technologie on est incroyable, on est trop fort, mais c'est pour une mauvaise cause. Et c'est là que tu comprends qu'en fait même la générale, elle est là pour une mission bien plus grande. Ils disent bien greater mission. Donc il y a un truc un peu divin, religieux, de contrôler Pandora pour l'humanité. En fait, c'est bullshit. C'est tout simplement de la propagande militaire, du bourrage de crâne, parce qu'en fait, ils sont là pour l'argent. Ils ont rien à foutre de Pandora. Ils ont rien à foutre d'avoir une planète pour l'humanité. Ils sont là pour la thune, pour les profits de la Terre, plus qu'autre chose. Donc, il y a un lien religieux entre la propagande des militaires et en même temps, la religion Eiwa, littéralement, chez les Na'vi, ce que je trouve vraiment hyper intéressant. Et c'est pas facile parce que, oui, il y a ce côté capitaliste à mort, qui peut-être est développé par la suite, vous allez voir la semaine prochaine, mais c'est ça qui est intéressant je trouve, et qui est vraiment réussi, c'est la manière dont ils jouent sur ça, et en même temps, Eiwa, elle continue de se battre contre les humains. Depuis le premier film, ils le disent, voilà,
l'exploitation de la planète est mise en danger. C'est pour ça que le Nobtainium, ils n'arrivent plus à trop à en prendre parce qu'en fait, la faune et la flore affrontent les humains. Donc Eywa, la déesse de la planète, est toujours là face au dieu de la ferraille. Et je trouve que c'est intéressant comme confrontation idéologique et même religieuse. Et Quaritch, ce qui est fort, c'est qu'ils le mettent déjà dans ces hologrammes qui représentent évidemment les montagnes d'Avatar, de ce monde et de Pandora, mais en même temps, il appartient pas à cet univers-là. En fait, il est entre les deux. Oui, là, c'est un Avatar dans ces montagnes par les hologrammes, mais il y a un décalage cette fois-ci. La dame, la générale, elle est au sol, quoi. Donc, lui est déjà plus dans l'autre monde que dans le monde des humains. Et tu sens cette distance effectuée au fur et à mesure de l'œuvre, chose que je trouve hyper intéressante. Et justement, il y a un truc qui est bien, c'est que la scène des Hallelujah Mountains, comme ils appellent ça, est refaite du premier film, mais d'un côté, les humains sont effrayés, mais les avatars et les Na'vi, eux, ne sont pas effrayés. Surtout la famille, je veux dire, c'est des enfants, ils vont dans les montagnes sans problème, il n'y a aucun souci. Pendant que certains sont stressés, eux, ils jouent avec les plantes, ils se charrient constamment. Voilà, c'est des gamins, des adolescents. Il y a un truc un peu rigolo, un peu honnête par rapport à ça. Et en même temps, ils sont même pas censés être là parce que c'est une zone dangereuse, c'est une zone qui est interdite pour eux. Et c'est des enfants rebelles, c'est des ados, c'est ça qui est cool. Et Kiri, elle continue sa synergie et sa symbiose avec la nature, avec Eywa. Elle est à la fois apaisée, elle s'endort même par terre. Il y a un truc où elle est en connexion, mais totale, avec la déesse, avec l'univers. Et chaque personnage aura sa quête remplie à la fois de symbolisme et de péripéties, ce qui est vraiment fort. Et ce qui est vraiment bien, c'est surtout Quaritch qui découvre son lieu de mort. Il voit même sa mort et en même temps, c'est pas lui. Donc c'est un peu particulier. Il a peur à la fois de ce qu'il voit, parce que c'est quand même les flèches de Neytiri et ça l'effraie et il comprend qu'est-ce qu'il a réellement tué. Et en même temps, c'est des souvenirs qui sont maintenant complétés. Il est de nouveau Quaritch en réalité, parce que tout ce qui lui manquait, c'est ce bout-là. Il est parti juste avant la mission en termes de souvenirs. Là, il est arrivé, mais après la mort. Mais vu qu'il voit la vidéo, en fait, en théorie, là, il est censé être une nouvelle personne, mais celle d'avant. Donc il a tout pour lui pour être Quaritch, quoi. Mais il refuse, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est fort, c'est qu'il y a un côté, avec cette scène très forte où il écrase son ancien crâne, il anéantit physiquement son corps d'humain, et en même temps, il brise ce lien avec ses mémoires, et il veut être une nouvelle personne, non pas enchaîné, et paradoxalement, maintenant, il n'a jamais été autant Quaritch qu'avant, parce qu'il a tout débloqué, entre guillemets. Il récupère même cette dog tag militaire, donc il y a quand même un lien qui est encore fait avec Quaritch, mais lui essaie de s'émanciper de ça. Et c'est un peu l'histoire de beaucoup des personnages, c'est de s'émanciper de leur père, parce que le père de Quaritch ici, c'est lui-même. Donc c'est fascinant comment tous les enfants vont être en confrontation avec leur père. C'est pour ça aussi qu'ils kidnappent les enfants, ce qui est l'une des choses les plus intelligentes par rapport au film, c'est qu'ils deviennent la chose à sauver. Pandora, c'est important, c'est comme dans le premier film, il faut sauver Pandora, mais la priorité dans cette œuvre, c'est sauver les enfants de la famille des Sully. La RDA utilise des menaces de mort pour motiver les autres à venir. Il y a un décalage entre les enfants élevés sur littéralement Pandora et en même temps ceux qui sont là en tant que touristes avatars à peine nés. Ils sont pas du tout aptes à être des vrais Na'vi, entre guillemets. Et fatalement, ces Na'vi, eux, restent des humains à 5 doigts avec la personnalité de Jake. Donc ils sont certes Na'vi de couleur de peau, mais ils ont aussi des caractéristiques physiques qui sont très humaines, et ils ont une personnalité d'un humain, Jake, à la base, qui lui est devenu un Na'vi. Donc il y a toujours cette quête de savoir qui ils sont réellement, et il y a toujours des choses qui sont physiques, qui vont les contraindre à être plus ou moins humains, plus ou moins Na'vi. Et je trouve que c'est cet équilibre qu'a bien le film, c'est de mettre en confrontation des idéologies. Voilà, est-ce qu'on est comme on est? Est-ce que c'est une question d'éducation, des choses comme ça? Bon, un truc classique, mais je trouve que ça fonctionne très très bien dans le film. Et c'est pour ça que Spider, il est intéressant, c'est qu'il fait un truc à Quaritch. Il est à la fois humain, donc il faut sauver les humains de Pandora, mais en même temps, il se comporte comme un Na'vi. Et c'est son fils en théorie, mais c'est pas vraiment son fils non plus. Et il se met à sa hauteur, c'est le premier personnage avec lequel il se met à sa hauteur pour le respecter. Et ça donne évidemment une scène d'action qui est glorieuse, de nuit avec les reflets sur la peau, avec évidemment la pluie qui tombe sur les personnages. Les scènes de nuit en général sont assez dramatiques dans ce film, mais justement elles sont plus intéressantes visuellement parce que l'éclairage de nuit, avec le feu, la lumière de la lune, des éclipses, est bien plus fascinant et bien plus impressionnant aussi. Il y a plein de particules constamment, du gaz, des gunfights, il y a plein de choses, mais tout ça au service de l'histoire, de la narration de la scène. Même dans les scènes d'action, tu as des moments comme Quaritch qui réalise ce qui se passe et qui a clairement peur. Je veux dire, il comprend que la personne qui a tué Quaritch du passé est là. Et justement, cette action-là, elle sert comme un dialogue. Elle continue la narration et le développement de ces personnages-là par rapport à leurs craintes, leurs peurs. Même de l'autre côté de Neytiri, elle voit un démon du passé. Il y a un côté religieux, encore une fois, la chose. Les Na'vi, eux, meurent, mais ils vivent encore dans Eywa.
Là, t'as littéralement un mec qui est mort et qui est revenu à la vie. Et ça remet en question vraiment ce qu'ils pouvaient croire de possible et impossible par rapport aux humains, à sa religion. Donc c'est hyper intéressant que eux, ils meurent et ils soient à tout jamais dans Eywa et que les humains, eux, peuvent revenir, mais sous forme de Na'vi. Il y a une vraie complexité par rapport à ça que j'aime beaucoup, mais en même temps, il y a un truc que je trouve assez fascinant, c'est que t'es jamais perdu dans ce qui se passe. Il y a 3 camps différents, on va dire. Il y a Neytiri et les enfants, Jake est l'un des enfants, et les marines. Et tout ça, à chaque fois, en ligne droite. La caméra va suivre ces lignes pour qu'on se retrouve à la fois tout le temps. Ça va de gauche à droite toute la scène. Donc on sait constamment où regarder, dans quelle direction ça va aller. Il y aura même ces petits zooms dynamiques pour créer justement la tension, pour donner ce côté presque un peu documentaire animalier à certains moments. C'est de bonnes idées qui reprend d'ailleurs dans le 3. Je veux dire, c'est filmé exactement la même chose. Hein. C'est les mêmes films, grosso modo. C'est un gros film. Et en même temps, ça crée des enjeux en termes de mise en scène où ils vont tous de la gauche vers la droite. Et le seul moment où un personnage est perdu, c'est Spider qui, lui, échoue et repris parce que même en termes de mise en scène, il y avait un blocage vers sa droite, il tombe et il y a un truc vertical. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que lui, il va tomber et contrairement aux autres personnages, c'est un truc de haut vers le bas. Alors que eux, ils ont tous réussi en allant de gauche à droite. Il y a une réunion de famille qui est faite, tu comprends à quel point c'est important cette famille, c'est le cœur du récit parce qu'ils ont beaucoup de câlins, beaucoup de moments où ils se retrouvent et tout. Et en même temps, t'es pas vraiment inquiet pour Spider parce qu'ils vont pas tuer un humain. Mais c'est une scène qui est dure parce que pour Spider, c'est sa famille aussi, donc il se sent isolé. Et c'est dur pour un personnage comme Spider parce qu'il se sent Sully avant tout, mais en même temps, il sait tout des Sully, vu qu'il est dans leur famille depuis longtemps. Donc littéralement, il pourra être une sorte de problème à la famille parce qu'il sait tout, s'il se fait torturer, c'est fini. Et c'est ça qui fait que Jake décide de s'en aller. Il veut motiver sa famille à quitter ce lieu parce que maintenant, forcément, vu qu'il peut tout dire à la RDA, ils vont mettre absolument tout le monde en danger. Et j'adore l'aspect torture de la chose parce qu'en fait, ils sont en train de torturer un gamin. Ça fait du mal à Quaritch, mais en même temps, ça montre le côté humain de Quaritch pendant que la RDA est inhumaine, alors que lui, c'est plus un humain. Donc c'est ça qui est fort, et ils disent rapidement à haute voix ce qu'on pense tous, c'est-à-dire que la générale ou admirale, peu importe, va dire « ce n'est pas ton fils ». Parce que nous, en tant que spectateurs, on le pense. Et ça, c'est un truc que Cameron fait souvent. Il va désamorcer un truc que le spectateur va penser directement pour dire « ok, non, on va passer à autre chose, arrête de penser à ça, on va pas faire traîner ça en suspense. » Non, voilà, on le dit, c'est pas son fils, mais qu'est-ce que ça symbolise? Parce que Spider, en fait, lui aussi, il est en quête d'avoir un père qui l'accepte. C'est pour ça qu'il vient faire cette mission avec Quaritch, car lui, il voit un Na'vi avant tout, et en même temps, c'est son père, et il pense qu'il peut avoir une relation normale sans jamais trahir Jake, mais c'est pas son père à la fois, mais il y voit quelque chose. Et c'est ça que j'adore dans cette œuvre, de manière générale, dans cette trilogie, c'est que là, ils vont quitter la forêt, côté Sully, et c'est impossible pour eux de gagner la guerre. Donc ils doivent faire un choix difficile, d'abandonner toute leur vie du passé, surtout Neytiri qui a vu sa forêt brûler, abandonner sa famille, son peuple, afin de sauver la nouvelle forteresse, c'est-à-dire la famille qu'ils ont créée ici. Ils savent qu'ils vont venir chercher Jake, ils savent que Toruk Maktu est un danger, ils savent que Toruk Maktu est le mal et la violence. Donc en fait, comment ils vont faire? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les motivations de quitter ce lieu-là, pour moi, elles sont géniales, elles sont parfaites, et tu les comprends. La forteresse, c'est la famille. Tant que la famille est soudée ensemble, elle tient cette forteresse. Et c'est dur pour Neytiri d'abandonner sa vie, évidemment. Et Jake, le truc, c'est que c'est pas un bon père, c'est pas un bon mari. Il a du mal à réconforter ses gens, il donne des ordres. Tout le film, il donne des ordres. Il y a un vrai décalage qui se crée entre elle, qui est plus humaine que lui, fatalement, parce qu'il a des émotions, il est lié à cette terre, cette tradition, et lui qui est un marine. On avance, on avance, on avance. Les sentiments, les émotions, on voit ça plus tard. Et je trouve que c'est bien de montrer qu'en fait, Jake, c'est pas un bon père, quoi, et c'est pas un bon mari, parce qu'il essaye. En fait, c'est une question d'intention. Il veut être un bon père, mais il échoue. Et ils doivent abandonner, évidemment, tous les rituels et traditions du passé pour rejoindre un nouveau monde, mais le peuple est quand même entre de bonnes mains. J'aime bien le truc de transition, de passage à autre chose. Et je trouve que le voyage est assez émouvant avec la musique au bon moment, ce truc un peu glorieux mais triste à la fois. Il y a un impact émotionnel qu'on voit sur les enfants, sur le fait que Neytiri qui quitte sa patrie, et on voit le passage du temps. Je veux dire, il y a 1 jour et quelques pour retrouver les Meikaina, je crois qu'on dit comme ça. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moins géographiquement, t'es jamais réellement perdu, et il te montre ce nouveau monde avec un plan qui est hyper important, c'est-à-dire que tu vois le récif, tu vois la montagne, tu comprends déjà qu'il y aura de l'eau, il y aura une plage, une sorte de montagne, une forêt. Et ça, c'est hyper important pour se repérer géographiquement. Ça arrive toute la saga, mais c'est crucial, sinon on est perdu tout le temps. Maintenant, la grosse critique que vont faire les gens par rapport à ça, c'est que c'est le premier film, mais je suis pas vraiment d'accord. Pour moi, c'est pas du tout répétitif. Peut-être pour certains, c'est bizarre de redécouvrir un monde Na'vi, mais les ambitions du film ont complètement changé.
Ce film, il parle de la famille et comment réussir à la garder soudée. Ce qui est complètement différent de Jake qui joue agent double avant, qui rejoint les navis. Là, le but, c'est pas de rejoindre forcément des nouveaux navis, un nouveau peuple, c'est de garder la famille soudée face aux nouveaux défis, aux nouvelles difficultés. Jake, il a déjà réussi à rejoindre les navis. C'est fait, c'est bon. Mais en fait, on va voir que dans cette saga, il a du mal à faire rejoindre ses enfants la famille correctement, donc la nouvelle famille, les Meikaina, et en même temps, eux, cette famille soudée, et c'est les échecs de Jake tout le long de cette trilogie qui, lui, n'arrive pas à garder cette famille ensemble tout le long. Et c'est ça qui est pour moi assez fort. On en parlera surtout la semaine prochaine, parce que là, j'ai rien dit par rapport aux 3, vous inquiétez pas, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant comment ça évolue, et en même temps, je trouve que c'est hyper bien fait de montrer justement quelqu'un qui a déjà une famille fragile dans un milieu, encore une fois, on va dire un petit peu hostile, afin qu'il s'adapte. Les défis sont différents et je trouve que le film ne se répète pas. Et je pense que le 3 va faire un peu des différences par rapport à ce que vous pensez de cette famille et de cette saga, cette trilogie. Il y a un truc qui est nouveau. Il y a un nouveau monde, il y a des navis qui sont construits différemment génétiquement pour être plus adaptés à l'eau et les acteurs sont évidemment des acteurs de la Polynésie parce que voilà, c'est une culture qui est fortement inspirée de ça. De toute façon, Cameron, il habite en Nouvelle-Zélande, il est fan de la Polynésie, évidemment, et ils construisent déjà des rivalités, des amours de jeunesse et même la rivalité entre les deux matriarches avec évidemment Ronald et le personnage de Neytiri, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, déjà on ressent bien l'acting entre Winslet et Zoé Saldana. Elles sont vraiment dingues dans le rôle, mais surtout que Ronald, ce qu'il va faire, c'est qu'il va insulter les corps et l'identité même des Sully. Il y a une sorte de rituel d'humiliation qui est très bizarre et méchant, et Neytiri défend cette famille, alors que même elle y croit un petit peu moins, entre guillemets. Je veux dire, pour elle, cette famille, c'est juste les enfants biologiques, et le reste, on en parle un peu moins. Donc Neytiri, elle s'oppose vraiment à ça, et en même temps, Ronald et Neytiri, elles ont le même avis sur la famille. Elles veulent juste protéger les leurs. Donc s'il y a un conflit par rapport à ça, c'est logique parce que même si elles ont des ambitions similaires d'un point de vue personnel, là, le fait qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent, ça met Ronald dans une position difficile où elle doit les rejeter parce que sinon leur famille est mise en danger. Donc c'est ça qui est fort. Il y a un conflit par rapport à la religion évidemment parce que quelqu'un du peuple Navi ne doit pas abandonner les autres et elle dit même que Eywa a abandonné la famille de Sully. Ce qui est dur en fait comme terme pour un peuple qui croit autant dans la religion, autant dans Eywa, c'est hyper violent de dire que Eywa a abandonné ce peuple. Et le pire, c'est qu'on sait que c'est pas vrai. Je veux dire, Eywa est avec eux, surtout Kiri, depuis le début. Donc c'est juste une sorte de confrontation intéressante avec toutes les excuses possibles pour rejeter des gens en utilisant ce qu'on sait du monde et un duel entre deux familles. Alors que Jake, il supplie juste qu'on lui donne une chance en réalité. Il promet de pas faire venir la guerre ici, même si évidemment ils sont bien naïfs parce qu'ils savent que ça va venir, et Jake est désespéré. Il fait tout pour garder la tête haute, et en même temps il est prêt de s'incliner pour sauver sa famille. Vraiment, il est prêt à s'humilier pour sa famille, je trouve que c'est assez fort, parce que les bonnes intentions sont là. Mais l'intérêt de ce moment-là, en fait, c'est la fragilité de la situation. Il faudra mériter sa place ici, il faudra prendre la fameuse voie de l'eau. Et c'est fort car ils sont dans ces nouveaux magnifiques décors, coucher de soleil, vie simple, et tu sais qu'ils vont tout détruire, malheureusement par leur arrivée. Ils sont dans un tout nouveau monde à découvrir, donc c'est à la fois excitant, mais en fait personne n'est heureux, tout le monde flippe un petit peu, et tout le monde est déçu. La famille est dépitée, surtout Neytiri qui en peut plus, quoi. Je veux dire, il a tout abandonné pour sa famille, mais toute la famille aussi est déçue, dont Kiri, et Jake les oblige même à bien se comporter pour mériter leur place. Il y a un truc très traditionnel où le père de famille, côté très patriarcal, dit à tout le monde « Écoutez, vous allez être sympa, surtout avec les enfants du chef et tout, pas de soucis, pas de problème. » Ils disent bien « Sallies stick together ». Et je trouve que c'est un truc qui résonne beaucoup dans l'œuvre parce que forcément, là, on découvre un nouveau monde. Et tu sais que c'est une plongée dans la fascination de Cameron, les océans, on le voit par les couleurs, la faune, la flore, la musique de Polynésie aussi, hein, c'est une grosse inspiration. Tout est nouveau. Ils arrivent à rendre en fait cet espace fascinant, prenant et à la fois antagonisant pour les personnages. Je veux dire, ils n'arrivent pas à respirer, ils n'arrivent pas à nager, ils doivent apprendre la langue des signes. Ils filment toutes les dimensions de l'eau, depuis le sable, face à un navi. Ils filment littéralement avec une caméra physique pour montrer les acteurs qui s'expriment sous l'eau, qui étaient d'ailleurs littéralement sous l'eau. Moi, je vous conseille les bonus d'Avatar 2, c'est les bonus les plus intéressants, je pense, que j'ai vu depuis des années en termes de Blu-ray. Ils sont fascinants. La manière dont ils ont tout fait et tout, c'est une dinguerie de technologie, de mise en scène et tout. C'est génialissime, je vous conseille vraiment les bonus. Il y a une partie sur Disney+, avec des trucs sympas, mais la partie bonus Blu-ray sur les disques est tellement meilleure et plus intéressante. Mais bon, c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, on découvre un nouvel univers, les personnages qui doivent s'adapter à cet univers-là, et en même temps, les frustrations. Loak, il échoue, on voit son visage, il semble vrai, d'ailleurs, encore une fois. Jake, lui, veut s'attaquer aux grandes bestioles, et évidemment, Cameron, il va flex les effets spéciaux tout le long, mais il va montrer surtout la procédure
même lente, pour y arriver. Il y a un objectif précis à atteindre et il va prendre son temps. Et je trouve que ça qui est satisfaisant dans le film, c'est que c'est un long film qui prend vraiment son temps pour montrer plein de choses, mais c'est ça qui est bien. C'est que justement, on découvre les choses petit à petit avec les personnages qui sont développés au fur et à mesure. Et même si tu as l'impression de revivre les mêmes choses, c'est différent parce qu'il répète jamais les processus du premier film. Il va juste montrer qu'en fait, par exemple, Jake, lui, il est têtu, il veut faire les choses rapidement et il les fait mal. Et on va montrer littéralement plein de choses comme lui qui va s'accrocher ici à un plan qui avait beaucoup étonné les gens à l'époque parce que c'est un plan de CGI et tu dis mais c'est pas possible, c'est une vraie main, c'est un vrai truc, c'est hyper impressionnant. Et de l'autre côté, Quaritch, lui, il fera les choses rapidement parce qu'il est têtu, il a pas le temps, il faut qu'il avance vite et tout. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup par rapport à la mise en scène, c'est-à-dire il y aura des plans GoPro un peu. Tu dis attendez, c'est quoi ce délire? C'est des caméras virtuelles, mais c'est des caméras virtuelles qui sont littéralement mises dans la vraie vie sur ce mec-là, du coup ils sont plus virtuels, mais dans le film, vu que tout a été refait avec la performance capture et par-dessus, ils ont peut-être même remplacé des bouts de caméra pour changer un peu l'angle, mais fatalement, il y a un truc très palpable parce qu'on est accroché à la créature, et ça fonctionne, t'y crois à fond. Et la synergie entre les mouvements des personnages, de la caméra, en fait Cameron, c'est avant tout un réalisateur d'acteurs, on est d'accord sur ça, c'est pas le plus grand réalisateur en termes d'idées de mise en scène, c'est pas non plus le plus grand génie de tous les temps, mais fatalement, en fait, il est très bon avec une fluidité du montage qui est parfaite, il gère parfaitement ses personnages, l'action, leur développement, les acteurs, comment ils jouent, et c'est important pour lui. Il n'y a pas de film comme ça en performance capture. On peut prendre La Planète des Singes et tout, mais Avatar, pour montrer l'acting des gens, c'est l'idéal, quoi, c'est parfait. Et c'est important de voir les personnages agir, réagir, parce que nous, ce qui nous intéresse dans ce film-là, c'est les personnages, c'est leur vie, c'est leur univers, c'est comment ils vivent tout ça. Et en fait, on s'y attache, voir des personnages faire des exercices de respiration, c'est fascinant parce qu'on les aime bien. Déjà, on a tout simplement une danse, on sent une sorte de connexion déjà entre les Sully, le récif, une histoire d'amour qui se développe, il y a une vraie chorégraphie. La mer, comme ils le disent, est une nouvelle maison, mais à la fois elle supprime les autres couleurs dans les abysses, on rajoute des nouvelles, bon la bioluminescence évidemment, et elle connecte tout. La vie, la mort, la lumière, l'obscurité. On ressent ça par la mise en scène parce qu'on est, sans mauvais jeu de mots encore une fois, plongé dedans. En fait, il y a une vraie symbiose entre espèces, plus que sur Terre, évidemment. Et surtout que tu peux respirer. La nature t'aide. Si tu as ces créatures-là sur le dos, en fait, il y a une sorte de symbiose où tu peux respirer autant que tu veux sous l'eau. C'est évidemment utilisé par la suite. Il n'y a que Kiri qui s'en sort bien parce qu'elle arrive à respirer depuis le début sans trop de problème. Elle est en lien direct avec Eywa, même sous l'eau. Et c'est ça qui va faire qu'elle est critiquée parce qu'elle s'adapte parfaitement, rapidement, et contrôle les animaux. Mais quand même, elle est détestée. Je veux dire, il y a un plan que je trouve lunaire dans le film. C'est ce plan où on voit le sable. Il n'y a rien. Il y a juste du sable. C'est un plan trop bizarre dans le film, mais c'est hyper utile parce qu'en fait, elle est en harmonie avec tout, avec la mer, le sable, la nature. Elle est sous l'eau, elle respire entre guillemets presque sous l'eau tout le long, mais elle est harcelée et critiquée à cause de ça. Donc c'est un truc assez intéressant où justement tout le but de ces personnages-là, c'est d'avoir littéralement une sorte d'alchimie, symbiose avec l'eau, avec le récif. Mais en même temps, c'est ça qui va être critiqué parce qu'il y en a, surtout les inconnus comme ça, parce qu'ils connaissent pas vraiment Kiri, qui vont être harcelés par rapport à ça. Donc c'est encore une fois des personnages qui sont assez compliqués parce que d'un côté, il faut être en lien, il faut adorer ces récifs, mais en même temps, voilà, il y a des moqueries, c'est des adolescents, ils se foutent un peu de la gueule l'un des autres, surtout avec ces nouveaux qui sont en fait voilà, les fils des chefs à chaque fois, il y a une sorte de rivalité qui s'est créée, et ça permet de montrer la personnalité de tous les personnages, dont Loak, lui, qui va se rebeller, qui va attaquer la famille en protégeant la sienne, et il agit comme Jake. Donc c'est très drôle d'avoir des coups de queue, c'est très world building, sympathique. Neteyam qui intervient en rigolant pour sauver Loak qui se fait tabasser, mais il y a une vraie frustration de la part de Loak car lui il agit comme son père. Jake aurait fait littéralement la même chose, mais il est moins respecté que l'aîné qui a plus de retenue. En fait, Jake, il veut pas que ses fils soient comme lui, ce qui est paradoxal parce qu'en fait, il dirige une sorte d'escouade, quoi. Et Neteyam, il prend toujours la responsabilité et ça énerve Jake aussi. Même s'il respecte le fait qu'ils aient tabassé les deux gamins, il y a un truc où il en a marre que Loak ne prenne pas ses responsabilités en main. Et là où Neteyam les prend. En fait, Neteyam, c'est l'enfant parfait de Jake. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Kiri comprend que en fait, c'est ridicule, quoi. C'est une blague, c'est léger comme histoire, mais ça prend une tournure dramatique, chose que j'aime beaucoup, parce que juste après, ils essayent, entre guillemets, de tuer Loak. J'adore le côté aventure, l'interdit de la jeunesse. Il y a vraiment ce truc où on voit des jeunes partir, vivre des choses dans un nouveau monde dangereux,
mais à la fois c'est triste, c'est dramatique parce qu'on sent la solitude, il y a beaucoup moins de récifs, ils sont plus dedans de toute façon, hein, mais il y a beaucoup moins de créatures, il y a beaucoup moins de rochers, de faune, de flore, il y a un truc vraiment tragique où on a isolé cet enfant, enfin cet adolescent surtout, et la mise en scène te fait ressentir un peu l'hostilité du monde. Ils sont loin de tout, il y a très peu d'horizons, il y a juste ces rochers au loin qui montrent encore une sorte de, on va dire, de choses qu'on ne peut pas dépasser. C'est ça qui va être, d'après moi, assez fort. Et l'arrivée menaçante du prédateur, elle est géniale parce que Cameron filme ses prédateurs de manière rapide. On dirait qu'il est intuable et il est surtout inquiétant dans ses mouvements. Il n'a pas de temps à perdre. Et c'est là qu'on arrive au premier plan POV d'une créature. Justement, c'est rare, mais ça va devenir récurrent à partir de maintenant parce qu'on va prendre le point de vue des monstres, entre guillemets, hein, et des créatures aquatiques. Et il est fort car en fait, il crée à la fois une thalassophobie et en même temps une claustrophobie. Je veux dire, on est sous l'eau, grosse créature, requin blanc, ce que vous voulez, et en même temps, il s'enferme dans des plantes, des rochers, donc on est vraiment stressé par rapport à deux choses, et cette fois-ci, c'est vertical. On parlait de l'action qui allait de gauche à droite, là, l'action va de haut en bas. Mais en fait, aller de haut en bas, c'est problématique, parce que c'est un personnage qui ne peut pas respirer sous l'eau longtemps. Donc en fait, ça crée une sorte de nouvelle angoisse, il se rapproche de la caméra, ce qui est censé être réconfortant pour nous, parce qu'en général, quand un personnage est proche de la caméra, ou ça nous met mal à l'aise, ou c'est réconfortant, en mode, ok, le personnage est en sécurité. Mais là, plus il se rapproche de nous, moins il est en sécurité, ça crée un truc anxiogène, évidemment, avec les deux définitions du terme, et un sentiment vraiment qu'il est enfermé par le cadre. Et puis même lorsqu'il est en sécurité, il y a ce compte à rebours de la respiration, et quand tu penses qu'il s'en est sorti, il doit repartir. Donc il y a toujours des bons petits twists dans l'action, et on s'ennuie jamais par rapport à Cameron, comment il gère tout ça, et c'est juste l'intervention, ce Deus Ex Machina de Paya Khan qui sauve Loak. Et plus tu apprends à connaître Paya Khan, plus tu comprends qu'en fait, il a sauvé Loak, car c'est un ami des Na'vi. C'est sa culture, c'est son héritage, et en même temps, c'est le seul qui est offensif, qui est agressif. C'est le seul, à ce moment-là, Tulkun, qui attaque les autres. Et depuis qu'il a été banni à cause de ça, il attaque tout le monde. Et j'aime beaucoup parce qu'en termes de visuel, on dirait que Loak, il est arrivé sur un récif ou sur un bord de mer parce qu'il est sur une sorte de rocher. Mais c'est un rocher vivant, ça symbolise évidemment la nature. Et j'aime beaucoup parce qu'à partir de là, on a le point de vue de Paya Khan, qui est jaune, donc c'est une couleur qui est quand même assez chaleureuse, ça montre qu'on a un lien d'amitié, de famille, et ils ont une magnifique scène entre eux de connexion. C'est beau, c'est poétique, il y a une valse, c'est reposant, c'est doux. En fait, ils se reconnaissent l'un dans l'autre et se sentent libres pour la première fois de leur vie, t'as l'impression. Ils sont à la fois traumatisés, rejetés, mais ensemble, ils sont comme deux nouveaux frères, sans même parler de la thématique d'écologie de cette œuvre, vous savez, en termes de synergie entre l'homme et la nature. C'est beau de jour, c'est beau la nuit, il y a un vrai lien qui s'est créé ici, et surtout la nuit qui a été montrée souvent comme violente, là pour la première fois elle est montrée un peu comme réconfortante, et ça lui permet de grandir. À la fois il prend en responsabilité, il agrandit sa fratrie, et en même temps, ses nouveaux amis, donc les fils du chef, vont le respecter maintenant, parce qu'il a pris ses responsabilités, comme aurait fait Jake, et comme aurait fait d'ailleurs Tonowari, le leader du clan. Et c'est intéressant ce lien qui a été fait naturellement entre, évidemment, Loak et le Tulkun, parce que c'est ce que font ce peuple de l'eau. Donc il a pris une sorte d'initiative, sans forcément le vouloir, qui est un truc traditionnel. Et l'autre côté, Kiri, elle est à la fois mal à l'aise, car elle est en connexion un peu trop avec Eywa, elle sent le poids d'Eywa sur elle, elle sent la présence de Grace en elle, il y a un lien qui est fait entre les trois entités, et elle a une sorte de combat sur son identité. Elle est épileptique à cause d'Eywa, tout contact physique avec sa mère, et du coup Eywa serait peut-être fatal, et ça c'est dur, parce qu'en fait les Na'vi, ils existent, ils vivent à la connexion entre les deux mondes, et avec Eywa, donc c'est important. Évidemment l'endroit sacré est magnifique, ça montre la connexion entre les esprits et les Na'vi, mais surtout que priver quelqu'un comme Kiri d'un endroit comme ça, d'une connexion aussi vitale pour cette espèce, c'est effacer son identité, parce que ça parle de ça, le film. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce qu'ils essaient de rationaliser par la science humaine une sorte de problème qui est en fait spirituel et non pas physique. Elle va bien physiquement, c'est un truc qui va au-delà, c'est spirituel, c'est religieux. D'ailleurs, il y a uniquement les Tsaïk du coup qui peuvent l'aider, la sauver, parce que eux sont des sortes de chamans. Et j'aime beaucoup parce que c'est symbolisé par la rencontre avec les Tulkun. C'est un moment de réunion, d'échange, d'amour, l'écosystème, le peuple, la communication, les histoires, les danses. Il y a un extase à la chose et ça montre ce qui manque réellement dans la vie de Paya Khan, une communauté, une famille. Et ça, c'est essentiel. Et j'adore parce que ce lien qui est fait là, c'est justement le lien que veulent avoir tous les personnages dans cette famille des Sully. Ils veulent un lien de parenté.
ils veulent des amis, des proches, une communauté et juste une famille soudée. Et là, les Meikaina, eux, montrent que les Tulkun et eux sont une sorte de famille soudée. Voilà, ils se parlent, ils communiquent, ils s'aiment. Et Payakan a été exclu de ça. Et c'est pour ça que c'est fort ce lien entre Payakan et Loak, c'est que eux deux se sentent un peu exilés, un peu exclus de leur famille, et ils créent un lien physique qui fait un peu penser à Pinocchio, hein, évidemment. Mais en même temps, ça montre une backstory tragique. C'était littéralement le seul à se battre, et il a été puni à cause de ça, car génétiquement, entre guillemets, ou en tout cas culturellement, les créatures, ces Tulkun, ne peuvent pas être agressifs, parce que voilà, ils ont toujours grandi dans un monde d'amour, ils ont toujours été respectés, c'est les plus gros mammifères, entre guillemets, ou je sais pas si c'est des mammifères, on s'en fout, de la mer, ils ont jamais eu besoin d'être agressifs, mais d'un coup, les humains interviennent, ils ont besoin d'être agressifs, quoi. Et là, il y a que un Tulkun qui s'est dit on va s'attaquer, on va sauver ma famille, et il a été exilé pour ça. Et Loak, il se reconnaît en ça, parce que Loak, il se rebelle constamment tout le temps, et il souffre des conséquences de sa rébellion. Et pour moi, cette relation, elle est tellement belle et évidente que ça fonctionne dans l'œuvre. Et c'est pour ça que Quaritch, il est intéressant de l'autre côté, parce que lui, il va faire le même parcours de personnage que Jake dans le premier, mais du point de vue de l'antagoniste. C'est-à-dire qu'il devient comme lui, il vit les choses un peu en décalé, mais c'est assez fort de nous mettre face au même procédé que le premier film, mais par rapport aux colons qui sont méchants, qui n'a pas de famille, qui est seul et qui lui vit par la domination et la survie. Chez Quaritch, c'est évidemment plus brutal, moins organique, c'est moins poétique que Jake dans le premier film, ou les nouveaux personnages dans ce film-là, c'est moins une chorégraphie, et il chasse Jake. Son objectif à lui, c'est de tuer la nature s'il faut pour se venger de Jake, parce qu'il y a les ordres de la RDA. Mais lui, rappelez-vous, il est né avec une motivation principale, se venger de Jake Sully, qui a littéralement tué son identité passée. Donc c'est fascinant par rapport à ça, qu'il y ait toujours cette règle dans la tête, parce que lui, ce qui intéresse, c'est Jake, et la RDA a détruit la nature. Il y a un super cut, je trouve, entre justement ces villages qui brûlent, et en même temps la tempête juste après pour symboliser qu'il y a un vrai souci. Et on est dans un concept qui est cette fois-ci plus industriel. On est face à la nature symbolisée par cette chasse au Tulkun. Elle est parfaite car en fait elle met en place la hiérarchie de la RDA, c'est-à-dire que Quaritch il répond à des ordres, mais en même temps il donne des ordres au pêcheur qui lui n'est pas dans l'armée mais qui répond à l'armée parce que voilà, c'est pas son entreprise, mais voilà, il y a une forme d'autorité qui est intéressante et ça prépare l'un des moments les plus généreux et impressionnants du film. On est face à un vaisseau humain qui ressemble quand même beaucoup à un Tulkun, surtout après avoir vu la scène où le Tulkun ouvre sa gueule. Là, on a un truc qui ressemble vraiment à un Tulkun, donc il copie beaucoup l'environnement des natifs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, cette pêche, elle est dingue. On suit les mécanismes, les détails de chaque objet, chaque véhicule. Il y a à la fois un super build-up, une anticipation par rapport à la chasse. C'est industriel, c'est froid. Il y a beaucoup de vaisseaux, de figurants. En fait, c'est un endroit vivant. Tu sens que c'est un écosystème, certes industriel, qui s'oppose à ce qu'on a vu par rapport à la nature, mais il y a un truc qui fait qu'il est vraiment vivant et ça crée l'enjeu par rapport à la suite où ce vaisseau sera mis en danger par rapport au Na'vi. Il y a des vrais humains qui vivent ici, qui sont là pour exploiter évidemment des Tulkun, mais c'est un vrai monde qui sera en opposition au monde des Na'vi. Et c'est encore plus marquant, je trouve, car au fait, aucune scène n'a été filmée en extérieur. Tout ça, c'est du studio. C'est un truc de fou, désolé de vous le dire, hein. Mais la force, encore une fois, c'est qu'on ressent tout. Le son, on ressent la lumière, on ressent littéralement l'eau sur la caméra, l'objectif, on ressent tout, et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve. Personne n'arrive à faire ça, hein, c'est une évidence. Et en termes de personnage, Quaritch, il assiste à cette chasse brutale, cruelle, violente, sans jamais réagir. Lui, il est fasciné et comprend les choses qui doivent être faites. C'est ça qui est intéressant. Lui, c'est un mec, voilà, j'ai un objectif, peu importe ce qu'il faut faire, je vais l'atteindre. Le scientifique, lui, il explique un peu le processus. Alors, c'est peut-être un peu facile en termes de scénario pour le spectateur et tout, mais ça sert surtout à remettre un peu les enjeux au centre de l'histoire. Il y a une sorte de beauté cruelle dans le fait de tuer des créatures gigantesques, pacifistes, qui sont magnifiques. En réalité, en fait, une créature pacifiste, gigantesque, sous-marine, c'est beau, c'est touchant, il y a quelque chose de cruel de les tuer comme ça, comme nos baleines dans la vraie vie, c'est encore une fois une critique de la pêche industrielle et tout. Donc c'est ça qui est fort, c'est que cette cruauté, elle existe bel et bien, dans la vraie vie aussi, mais en même temps, le pêcheur, c'est qui est dur, c'est qu'il admire les créatures, mais il les tue quand même. Et ça arrive chez beaucoup de chasseurs, ils adorent les créatures, mais ils les butent. Il y a une sorte de truc qui va pas, quoi, on est d'accord. Il y a une sorte d'hypocrisie, t'aimes les créatures mais tu les tues quand même quoi, parce que c'est ton métier, des choses comme ça, donc c'est vraiment dur, mais il prend quand même du plaisir aussi, et c'est fascinant de prendre autant son temps sur une chose comme ça. Je veux dire, c'est un événement qui est à la fois, oui, ludique, qui est utile au monde, au développement des personnages, et qui prépare ce climax, mais dans un blockbuster de 3 heures, une séquence comme ça, c'est grandiose, mais c'est pas facile à vendre, je trouve. Donc c'est vraiment génial. Puis t'as le thème musical qui revient du premier film, comme si c'était l'arbre esprit qui a été détruit, et c'est montré comme une atrocité, avec le bébé évidemment à côté.
pendant que les crabes parasitent le corps. Et ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, ils prennent des modèles de ce qu'ils voient dans la vraie vie, ils les imitent de manière mécanique. C'est un peu le paradoxe de tout ça. C'est ressembler à la nature pour la tuer. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ils déconstruisent et font les louanges des créatures qui peuvent penser, réfléchir, avoir de la philosophie, des maths, etc. Mais ils les tuent quand même. Ils les tuent pour cette fameuse Amrita. Il y a une sorte de manque de respect par rapport à ça. Ils prennent tout ça de la créature qu'ils jettent après. Il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Ils prennent ça, ils la jettent et puis basta. Ils tuent une énorme créature, belle, magnifique, qui a créé des liens avec des navis. Il y a un truc de communauté qui a été arraché à ces gens-là. Et en même temps, juste pour une petite fiole là, qui coûte 80 millions, et puis ils jettent et puis basta. Je trouve que c'est vraiment fort par rapport à ça. Ils font une blague du fait qu'ils vont peut-être même faire tomber la fiole. Il y a un manque de respect qui est fort. Et en même temps, bah, en fait, ça finance les recherches du scientifique. Et ça, c'est un truc qui arrive souvent. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui vont payer de la science en échange d'argent qui va détruire la nature qui est elle-même étudiée. Et ça, c'est assez dur à accepter en réalité. Moi, j'ai un peu du mal avec le concept de remplacer un peu le Noctanium. C'est-à-dire qu'au moins, je pense que Cameron, il aurait dû un peu mieux expliquer que le Noctanium, il est plus atteignable, ou beaucoup moins, et que maintenant, c'est l'Amrita qui a pris le dessus. Il y a un truc un peu reset au film, donc je suis pas spécialement toujours fan. Je pense que, en fait, le 1, il fait film indépendant. Le 2, il fait une bonne suite, mine de rien. Mais il fait un petit peu reset aussi, comme si Cameron, il voulait corriger des choses par rapport à la première œuvre. Et je comprends que ça dérange des gens. Moi, c'était pas mon cas de manière spécifique. Mais je comprends un peu la répétition et le côté reset qui est peut-être un peu dommage. Je suis curieux de voir si le vieillissement va être utilisé, parce qu'en fait, voilà, l'Amrita sert à arrêter le vieillissement des humains. Est-ce que ça va revenir par la suite? On verra bien. Mais c'est surtout une excuse scénaristique, toute cette séquence-là, pour que les autochtones se rebellent. C'est-à-dire qu'on a la mort de l'ami de Ronald, l'ami de toute sa vie, quoi, parce qu'on a vu, elle a mis au monde un enfant, et en même temps, bah, elle a sûrement dû connaître ce Tulkun depuis sa vie. Il y a un attachement émotionnel depuis qu'elle est née, ces créatures est là. Et Jake, lui, il sait qu'il veut pas de guerre, il a promis de pas ramener la guerre ici, mais il sait que c'est inévitable aussi, parce que plus les colons vont avancer, plus ils vont venir, ce sera impossible d'y échapper. Et Ronald est évidemment énervé par rapport à ça, mais il comprend. Avant, ils étaient dans le déni. Et il faut au moins sauver les Tulkun et les gens très proches. Et moi, j'adore la séquence avec justement Payakan après, parce que Payakan va subir la même chose. C'est-à-dire que lui va être exilé et va se faire chasser. Et ce qui se passe par rapport à Neteyam et Loak, c'est que Payakan montre l'amour comme montre Loak. Mais en même temps, bah, y a un conflit, parce que Loak, il va désobéir et voudra s'en aller. Et Neteyam, il va à la fois développer une sorte de jalousie par rapport à Loak, qui est peut-être le moins aimé de la famille, mais en même temps, c'est le plus libre. Là où Neteyam, bah, il est au rang, il écoute son père et puis basta. Il est jaloux par rapport à ce que peut faire Loak, et du coup, il y a cette dynamique familiale qui évolue énormément. Il y a un vrai amour entre eux, évidemment, mais aussi des conflits, des relations de jalousie que j'aime beaucoup. Et à titre personnel, je suis pas du tout d'accord des gens qui se plaignent de la répétition du film, parce que pour moi, c'est vraiment l'accumulation de tous les enjeux pour arriver à un climax qui est démentiel, avec tous les éléments mis en place, un compte à rebours pour échapper face à la menace constante qu'on voit, encore une fois, dans tous les plans, parce que l'ennemi arrive vite, et il va direct au but, quoi. On s'ennuie jamais, il relance constamment les enjeux, le danger, les personnages, et il crée des nouvelles situations à chaque fois. Le passage sous l'eau, il est génial, avec les algues, une nouvelle dimension à explorer, entre le vertical, l'horizontal, les personnages qui se cachent dans des trucs bizarres d'algues, en même temps des poches à air, d'oxygène. Il prend le point de vue des crabes, et c'est bien d'avoir des personnages en live action dans cette scène-là, avec tout le côté animation. Il y a la caméra qui plonge en même temps que les crabes, qui va les suivre. Il y a un point de vue très humain par rapport à ça, qui est vraiment efficace, et ça crée encore une fois ces parallèles. Et en même temps, l'échec des enfants qui se font kidnapper, encore une fois, et ça crée un enjeu personnel pour tout le monde. Parce que Jake, cette fois-ci, il doit y aller seul. Ça crée un stress. Au fait, c'est pas personnel, entre guillemets, hein. C'est juste entre Jake et littéralement Quaritch. La RDA et les Mekaina, ils s'en foutent un petit peu à ce moment-là. C'est pas le combat. Là, c'est juste sauver littéralement l'une des filles qui est aussi ici et les Tulkun. Il y a un côté western, encore une fois, mais sur l'eau, sur Pandora. Et Payakan qui attaque, qui est assez intéressant parce que juste avant, il se prépare lentement. Il s'énerve sous l'eau, il sait que ce qu'il va faire est dangereux et risqué. Il cherche une stratégie, il se motive, mais il n'hésite pas. Car en fait, il doit sauver son frère, et c'est la force des scènes d'avant. C'est le moment du film. En fait, c'est la culmination d'arc narratif de tous les personnages. Ils se battent contre l'oppresseur pour sauver leur famille, et c'est presque imprévisible. En fait, Cameron, il te surprend quasiment tout le temps par rapport à ça, mais j'ai envie de parler un peu de la gestion de l'échelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, il maîtrise parfaitement ça. On a ce plan qui est juste là, où on voit sortir Payakan de l'eau, on le voit qu'il est grand par rapport au vaisseau, mais bon, c'est difficile à jauger. Mais ensuite, il y a ce plan du point de vue des humains et des navis, qui montre la taille de Payakan, qui est
complètement gigantesque, l'ombre de Payakan qui recouvre le visage des protagonistes, le plan comparatif ensuite au vaisseau, c'est un peu le money shot, en tout cas l'un des money shots du film, le POV des humains qui sont tout petits par rapport à l'ombre de Payakan, et le POV encore une fois des navis qui voient Payakan s'écraser ici. En fait, l'échelle, elle est super bien gérée tout le long, et c'est fort car c'est un monstre gigantesque qui écrase un vaisseau qui lui ressemble, donc en termes de symbolisme, encore une fois, c'est pas mal, et c'est satisfaisant par rapport à sa taille, la destruction, mais aussi son intelligence. En fait, il se fait pas avoir par les machinations des humains, c'est ça qui est vraiment bien, et l'attaque des navis crée une nouvelle satisfaction. T'y crois, t'aimes ces personnages et t'as envie qu'ils se vengent. Et à titre personnel, j'adore le climax, hein, t'es jamais perdu alors qu'il y a 3 zones d'action, sous l'eau, dans les airs et sur le navire. Évidemment, t'as différents points de vue, plein de personnages que tu connais maintenant. Il y a toujours le navire au fond, pour comprendre où tu te trouves. Il y a des repères à chaque fois, alors que tout est faux. Je veux dire, il y a des caméras emportées sur des créatures en mode GoPro presque, ça donne du poids à l'action, il y a un flow des mouvements toujours efficace dans une direction que tu comprends, du haut vers le bas pour replonger dans l'eau. Il maîtrise franchement l'action parfaitement, justement car il y a des vrais acteurs, des vraies caméras à certains moments et des vraies machines sur lesquelles ils bossent et ça crée ce poids qu'on aime beaucoup. Il y a ce plan aussi qui suit la forme du navire qui donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit éviter le navire pour le filmer convenablement. En fait, ça donne vie au monde, ce genre de détails. Encore plus impressionnant avec le saut qui est créé en gravité zéro parce que tu dis, bon, voilà, entre guillemets, il y a un navire qui saute, mais il y a cette séquence-là, forcément, où il y aura plus le poids. Et encore une fois, ça donne un poids au monde, paradoxalement. Mais il y a un côté Titanic, évidemment, avec le navire qui va couler. Il joue beaucoup sur la physique et il donne de l'importance à tous les personnages. Que ce soit Spider, Neteyam, Loak, ils font tous des trucs. Alors, sauf Took, mais Took, c'est une enfant, à la limite, c'est pas si grave que ça. Et il y a des enjeux personnels. C'est pas pour rien que Jake tue la créature de Quaritch, qui est elle-même celle que Jake avait dans le premier film. Voilà, il y a un parallèle qui passe encore une fois entre les deux, et il tue une version qui aurait pu être lui. Imaginez si Jake était encore un marine, en fait il serait Quaritch d'aujourd'hui, et justement c'est intéressant par rapport à ça. Je sais pas si exactement la créature meurt ou si c'est la même qui revient par la suite, mais peu importe, c'est le symbole qui est important ici. Il affronte une version méchante de lui-même, s'il n'avait pas fait le bon choix dans le précédent film. Et c'est tous ces moments-là, à titre personnel, qu'on chérit. L'émotion de voir Payakan se venger des pêcheurs, ce démembrement est génial, mais surtout qu'on connaît la taille de Payakan maintenant. Du coup, voir ça, c'est encore plus impressionnant. La dynamique de l'action change constamment et il y a un retournement dès le début de l'éclipse. Une éclipse, au cinéma, ça représente le changement, quelque chose de nouveau. Donc là, de nouveau, les personnages sont mis en danger. On voit que, oui, ils ont réussi à détruire le navire, mais le peuple est parti et c'est maintenant personnel. La famille contre le navire, ça devient bien plus intime, bien plus dur. Et à ce stade, tout s'est bien passé tellement que tu crois pas à la mort de Neteyam. Tu dis, bah, en fait, oui, bah, elle était déjà blessée dans le film avant, c'est ok. Tu crois pas, il n'y a aucun souci, ça va bien se passer. Mais justement, l'éclipse, c'est ça le symbole. La lumière change, le symbole du passage à autre chose avec la mort qui surprend. T'es presque dans le déni. C'est dur, c'est touchant, et t'y crois toujours pas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts dans Avatar. Il y a eu les méchants, mais chez les gentils, c'était un peu, entre guillemets, pas des no-name, mais des gens beaucoup moins touchants. Là, c'est quand même le fils, le soldat parfait qui décède, et c'est dur parce que c'est émouvant grâce aux réactions des personnages. Elles sont importantes, il y a un mélange de deuil, de colère, il y a un cycle de la violence qui est créé ici, cette répétition constante de la haine, de la colère qui va être bien. Et justement, les départs des autres navires, pour moi, est logique. Ils ont détruit le vaisseau, ils veulent plus faire la guerre, ils l'évitent. Il n'y a que les gens qui ont des enjeux ici qui restent, comme la copine de Loak. C'est expliqué d'ailleurs beaucoup plus dans le 3e film. Mais c'est intéressant parce que justement, tu crois à cette émotion grâce aux réactions des personnages que t'aimes beaucoup. Tu vois que Neytiri est blessé, tu vois que Jake est blessé, tu vois que les frères sont blessés. Et entre guillemets, celui qui aurait dû mourir, grosse guillemets, hein, c'est Loak. Parce que c'était lui le rebelle, le méchant et tout. Mais en fait, c'est le bon fils, entre guillemets, qui est puni. C'est le bon soldat qui est puni. Et c'est ça qui rend la chose encore plus émouvante. Et c'est ça qui est fort dans l'œuvre de manière générale. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir réussi à rekidnapper les enfants. Parce que c'est encore une fois le seul enjeu crucial de ce film. C'est sauver la famille. Le navire coule. Les enfants peuvent se battre. Les marines ont subi une défaite. Mais Jake aussi. Donc forcément, la dynamique va changer. Oui, les enfants sont kidnappés. Mais vu que c'est pas la même dynamique, pour moi, c'est pas de la répétition, c'est utile. Il se sent impuissant, Jake, cette fois-ci, et il va plus écouter ce que dit Quaritch, il va plus écouter ce que disent les autres, il va y aller à sa sauce. Et là sort une sorte de deuxième climax qui est bien plus inattendu, que t'anticipes énormément, car en fait, t'as la même colère que les personnages, t'as envie qu'ils se vengent. Visuellement, le fait que ce soit en feu, c'est représentatif de ce que ressentent les personnages. En plus, t'as une nouvelle source d'éclairage qui fait que l'œuvre est bien plus jolie, ça donne plus de relief à ces visages, ils sont mouillés parce qu'ils sortent de l'eau.
c'est une prouesse technologique incroyable. Et en même temps, l'infiltration est une super idée, car en théorie, tu devrais t'attendre à une guerre totale. Mais Cameron, il va travailler sur les zooms, sur le fait de cacher les navires derrière des objets. Et pourtant, les navires, ils devraient pas bien se cacher parce que c'est une sorte de navire à taille humaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se renouvelle constamment dans l'action, dans les péripéties, dans les angles et les prises de vue. En fait, t'es toujours dans ce vaisseau, t'es jamais perdu, tu comprends ce qui se passe, et il fait jamais la même chose. T'as des chorégraphies satisfaisantes, tu comprends tout, ça dure pas longtemps. En plus, ça qui est bien, les scènes d'action, vu qu'il y en a beaucoup, elles sont courtes à chaque fois pour créer de nouvelles choses. Il sait gérer le rythme, il en fait jamais des caisses en termes de durée. Quaritch, il est tellement bien développé. Lorsqu'il voit les flèches de Neytiri, tu ressens sa peur. Il a déjà été tué par elle auparavant. Et là, il est inquiet. Encore une fois, surtout qu'en fait, son équipe, elle est en déroute aussi. Donc Neytiri, elle est mise de côté dans le film. Et je pense que c'est volontaire parce qu'en fait, le deuxième et le troisième film ont été faits en même temps. Donc Cameron, il a vu ces deux films comme un gros film. Donc Neytiri, elle est moins présente. Mais là, vous allez vous bouffer 6 heures et quelques de Neytiri avec les deux films, en réalité le 2 et le 3. Et cette fois-ci, elle est sauvage. Il y a un côté félin qui ressort et elle est vraiment prête à tout, ce qui effraie tous les humains, dont Spider qui se cache. Elle vient de perdre son humanité, en plus son arc qui représentait son peuple, qui elle était, le côté un peu positif auparavant est cassé aussi. Donc elle a plus rien à perdre, t'as l'impression. En tout cas, c'est le symbole. Et ça qui est fort, c'est qu'en fait, Kiri menacé par Quaritch, c'est logique, c'est prévisible. Mais Spider menacé par Neytiri, ça crée une dynamique qui est folle. Ta protagoniste est prête à tuer un membre de sa propre famille, mais que elle ne considère pas tel quel. Et de l'autre côté, Quaritch, dans l'enfant, ne fait pas vraiment partie de sa famille, ni socialement, ni biologiquement, ressent de l'affect pour Spider, et tu comprends Quaritch, parce que d'un côté, là, t'es plus avec Neytiri, parce que Neytiri est prête à tuer un personnage que t'aimes bien, qui est humain, et il a peur d'elle, encore une fois. Et c'est ça qui est fort. Il y a cette phrase que j'adore, c'est « I owe you a death ». C'est tellement fort par rapport à ce qui symbolise ce personnage-là, parce que voilà, c'est Neytiri qui l'a tué, donc il veut se venger aussi par rapport à ça. Et il y a tellement de péripéties fortes et de complexité par rapport à ce personnage-là que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui est fort, c'est le poids de ce combat-là, que ce soit par rapport à Cameron qui se dit « Ok, on va faire du sequel bait, on va donner l'impression au spectateur que c'est fini, on va passer à autre chose, et le duel Quaritch-Jake va arriver l'année prochaine ou dans 3 ans. » Moi, au cinéma, j'y croyais pour le coup, mais non, il y va à fond, constamment, c'est vraiment fort par rapport au combat au corps à corps, tu sens encore une fois les coups, tu sens la péripétie du truc, l'enjeu, il est ultime, c'est deux anciens humains qui s'affrontent dans des corps de navires, tu ressens à chaque coup quelque chose de physique en termes de son et tout, le navire, il chavire, du coup il s'adapte par rapport au couteau, par rapport à tous les objets qu'ils ont, l'éclairage il évolue constamment, la durée encore une fois elle est parfaite, c'est pas trop long et c'est suffisamment intense, et il y a un compte à rebours, le navire est en train de couler à la Titanic. Une dimension où même les navires qui sont là, qui sont plus grands, plus rapides, ils vont pas s'en sortir forcément, parce que même s'ils ont grandi un petit peu ces dernières heures dans l'eau, c'est encore une menace pour eux, dans ce monde encore une fois industriel. Donc c'est à la fois les deux choses qui leur font du mal. L'eau aujourd'hui, qu'ils ont essayé de dompter mais qui n'ont pas réussi pour l'instant, et en même temps, le monde industriel qui leur fait du mal. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'ils peuvent pas s'en sortir. C'est pour ça que c'est intéressant que c'est Kiri qui les sauve grâce à Eywa, encore une fois. C'est assez beau, c'est touchant, il y a une poésie, il y a un magnifique travail sur la traînée de lumière divine qui sauve la famille. Mais tu penses maintenant, vu le décès de Neteyam, que tout le monde peut y passer. Jake, il était prêt à se sacrifier pour son fils dans un moment de vulnérabilité. Il comprend le problème et le danger, et il voulait sauver son fils avant tout. Parce qu'il était fatigué, il avait du mal. C'est intéressant, je trouve que la philosophie de la voile de l'eau, elle est vraiment bien mise en avant ici, parce que c'est à la fois un obstacle, c'est à la fois un danger, mais elle peut aussi te sauver. C'est une bénédiction, genre Payakan est le nouveau membre de la famille et a sauvé les Sully. Et je trouve que la fin elle est émouvante par rapport à ça. Ils s'embrassent tous sur Payakan, ils remercient tous Eywa, et ils se voient enfin comme ils sont, quoi. Encore une fois, je te vois, I see you, c'est je t'aime en avis. Et ça c'est très fort, mais tu sens quand même que la famille elle est cassée. Tu sens qu'il y a un truc qui irrécupérable. Tu sens qu'il y a un deuil qui va s'installer. Vous allez voir le 3, je vous dis rien, évidemment. Et en même temps, ce qui est très fort, c'est que Spider, il sauve le méchant. Et c'est à la fois frustrant, mais aussi satisfaisant. Parce que il a failli mourir pour sauver Spider juste avant. Donc tu comprends. Et tu veux voir survivre Quaritch, parce que c'est un personnage qui est génial. Pour moi, c'est le meilleur personnage de la saga Avatar. On le connaît. Et il hésite aussi à partir avec Quaritch, ce Spider, parce que Neytiri l'a menacé. Un fils pour un fils, ils disent à un moment. Donc il y a un doute de la part de Spider s'il est vraiment accueilli dans cette famille. Il est accepté par Jake. Jake, il n'hésite même pas. Pour lui, c'est son enfant parce que Jake, il a une part d'humanité. Et là où Neytiri est bien plus raciste, évidemment, ils ont une scène de funérailles que je trouve touchante parce que c'est le parallèle avec le début du film où il y a une naissance, là il y a une mort. Mais pour les Na'vi, la naissance et la mort, c'est un peu la même chose. Il y a un transfert d'énergie. C'est la même chanson, c'est le même bracelet.
c'est voilà, il y a un vide qui s'est certes créé par rapport à ça. Tu sens la famille endeuillée, mais en même temps, bah, la mort n'est pas vue comme une finalité dans le monde des Na'vi. Parce que oui, l'énergie empruntée est redonnée, rien n'est perdu. Il se trouve ici une nouvelle famille dans ce nouveau peuple de l'eau, évidemment. Et comme ils le disent, la famille, c'est une forteresse. C'est important. Le film se finit sur ça d'ailleurs. La connexion entre les morts est cruciale. Je veux dire, vu que tu meurs dans ce monde-là, tu rejoins Eywa. Donc c'est important d'avoir un lien avec le passé, les traditions, les ancêtres. Et Neteyam, il est présent sous toutes ses formes. Il y a un côté un peu métaphysique, spirituel, qui est d'après moi super intéressant. Et c'est une raison de plus de chérir et d'aimer Eywa et d'avoir cette communion avec la nature et avec le passé. C'est ça qui est vraiment fort. Et justement, ça finit sur une référence au premier, où il ouvre les yeux et il renaît de nouveau. Parce que tu ne meurs jamais réellement dans ce monde. Alors oui, tu peux mourir parce que voilà, physiquement, et tu dois littéralement te connecter à Eywa pour exister et voir les gens décédés. Mais il y a ce truc où la vie et la mort n'a pas le même impact que chez les humains. Mais chez les humains non plus. Et comment on fait? Il y a une question de forteresse, de famille, et c'est le but de cette œuvre-là, c'est de dire que la famille, c'est la chose la plus importante, et il faut la préserver, il faut se battre, et justement les dynamiques familiales, c'est les choses où il y a le plus de conflits, et c'est en sauvant la famille qu'ils peuvent sauver aussi Pandora, et leur humanité, leur identité. Donc ils sont toujours en quête d'identité dans ce film, et ça va aller dans une direction intéressante dans le troisième, vous allez voir. Mais pour conclure, Avatar 2 représente tout ce que j'aime en fait dans les blockbusters. Quelque chose de généreux, d'épique, de grandiose, de personnel, d'intime, des thématiques sérieuses, d'actualité, qui parlent de personnages, une vraie quête, des acteurs, quelque chose qui est vraiment prenant, une expérience en termes de cinéma gigantesque, surtout en salle, en 3D et tout. Personne ne fait des blockbusters comme Cameron, c'est vraiment le meilleur. C'est pas le plus grand génie en termes de mise en scène ou d'écriture de personnages, mais il est d'une efficacité redoutable. Et je trouve qu'Avatar la voix de l'eau, c'est l'un de ses meilleurs films. Il est tellement fort dans tout, il maîtrise parfaitement son sujet, son cinéma. Pour moi, c'est un grand film d'action, de blockbuster. Donc Cameron, pour moi, il m'a régalé. Ici, je suis pas d'accord avec les questions de redite, de répétition, que c'est une suite ratée ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est la suite parfaite à Avatar. Oui, il y a quelques trucs un peu de reset que je trouve maladroits. Peut-être la musique est moins inspirée, malheureusement, vu le décès du compositeur original. D'accord, c'est pas parfait. Je dis pas que c'est un film parfait non plus, mais je trouve que c'est une suite qui est idéale, qui est vraiment forte, qui est glorieuse, et quand vous allez voir le 3, vous allez encore plus comprendre, je pense, mais celui-ci, c'était un régal de le revoir 2 fois en si peu de temps, et je ne peux que vous le reconseiller pour ceux qui ne l'ont pas vu. À la maison, il passe très bien, même si évidemment, c'est bien mieux de voir ce genre de film en salle. C'est super. Donc Avatar, encore une fois, c'est un délice, c'est un régal, donc foncez le revoir celui-ci. Et nous, la semaine prochaine, on parlera évidemment du 3e. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces films et de celui-ci en particulier aujourd'hui. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur toutes les plateformes, Spotify, Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.